sud du Malawi, à Tizola, 1470 personnes vivent dans le camp des déplacés. Victimes des récentes inondations, les sinistrés demandent du secours. Première comparution ce lundi devant la CPI de Dominic Owens. Ce chef de la rébellion ougandaise est soupçonné de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le président turc promet davantage investir en Somalie. Recep Tayyip Erdogan fait partie des rares dirigeants étrangers à visiter ce pays ravagé par la guerre. L'édition du journal sur Sika, mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Première comparution depuis qu'il s'est rendu aux autorités centrafricaines. Dominic Owens, l'un des principaux chefs de la rébellion ougandaise, a comparu ce lundi devant la Cour pénale internationale. L'intéressé est soupçonné de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Dominic Owens devant la Cour pénale internationale. Vêtu de costume, ce dirigeant de l'armée de résistance du Seigneur prête une oreille attentive à l'audience. À la demande de la juge, il déclare être un citoyen de l'Ouganda, né en 1975. Dominic Owens affirme avoir été enlevé en 1988 et a été jusqu'à son arrivée à la Cour un combattant de la LRA. Un groupe rebelle créé aux alentours de 1987 et opérant alors dans le nord de l'Ouganda, où il a multiplié les enlèvements d'enfants, mutilations et massacres de civils. Dominic Owens en est le premier membre à comparaître devant la CPI. Recherché depuis près de 10 ans pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, il s'est constitué prisonnier début janvier auprès des forces spéciales américaines en Centrafrique. L'audience initiale de ce lundi visait à confirmer son identité et l'informer des crimes qui lui sont reprochés ainsi que de ses droits. Après la prise hier d'une nouvelle localité dans le nord-est du Nigeria, les islamistes de Boko Haram resserrent leur étau sur Maïdougouri, capitale de l'état de Borno et carrefour stratégique d'environ 2 millions d'habitants, où les autorités ont appelé donc les habitants à ne pas céder à la psychose. Attaque ayant pu être repoussée au terme de plusieurs heures de combat entre les insurgés islamistes et l'armée nigériane, qui déclarent avoir abattu de très nombreux islamistes. Cette menace sur Maïdougouri fait planer une ombre sur les élections législatives et présidentielles qui doivent se tenir le 14 février prochain. Eh bien, une grande partie des 4 millions d'habitants de l'État pourraient être empêchés de voter. Faisons à présent un tour en Côte d'Ivoire où le gouvernement a décidé de sécuriser désormais tous les actes de justice. Depuis le 22 janvier dernier, les certificats de nationalité, les casiers judiciaires et tout autre document judiciaire et l'état civil également sont protégés par des dispositifs de sécurité. Il s'agit d'une initiative qui vise à lutter contre les fraudes et les falsifications, mais aussi et surtout une solution à la crise de nationalité et de l'état civil qui a longtemps été source d'instabilité politique dans ce pays. Depuis les années 90, la Côte d'Ivoire s'est faite remarquer sur le plan international par la série répétitive de crises liées à son état civil. À cela s'ajoute aujourd'hui la réputation négative qu'elle a gagnée en matière de fraude, de cybercriminalité et de falsification de documents officiels. Autant de mots qui ont poussé le gouvernement ivoirien à initier des réformes de qualité, surtout dans le domaine judiciaire. C'est ainsi que depuis le 22 janvier dernier, les actes de justice et d'état civil délivrés par l'État ivoirien sont désormais sécurisés. La falsification des documents administratifs constitue malheureusement un phénomène en pleine expansion en Côte d'Ivoire au regard des moyens de plus en plus sophistiqués mis en œuvre par les faussaires. Elle touche un grand nombre de documents administratifs officiels, notamment les actes d'état civil, de la justice, des fiscs, de l'éducation, etc. Je ne saurais terminer mes propos sans réitérer mes profonds sentiments de gratitude à notre partenaire dans cette opération de sécurisation qu'est la société Palmarès Technologies pour avoir cru à notre projet.
placé sous le parrainage du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, représenté à l'occasion par le ministre d'État Ahmed Bakayoko en charge de l'Intérieur et de la Sécurité. La cérémonie de lancement officiel de cette réforme a connu la présence des membres du gouvernement, du Conseil constitutionnel, du corps diplomatique et des acteurs de la justice ivoirienne. La vision du président de la République, c'est l'émergence de la Côte d'Ivoire. Elle ne peut pas se faire s'il n'y a pas une émergence de valeurs, s'il n'y a pas une émergence d'une justice fiable. Une initiative que beaucoup estiment salutaire face au phénomène galopant de fraude et de contrefaçon qui ternissent la valeur des documents et l'image de marque de la Côte d'Ivoire. Les actes que la société Palmarès Technologies a conçus et livrés au ministère de la Justice sont des actes hautement sécurisés. Pour un État, cette sécurisation, c'est un gage de confiance. C'est un événement unique pour l'Afrique de l'Ouest. Et ça va beaucoup aider les services de sécurité, aussi les services de justice. Et j'avoue qu'au départ, pas qu'on était sceptique, mais c'était un peu beau. Parce que les sécurités qui nous ont été proposées sont exactement les mêmes sécurités qu'on retrouve sur les billets de banque. Sur le chantier de la modernisation de la Côte d'Ivoire, cette initiative du gouvernement ivoirien vient renforcer la justice, épine dorsale de la démocratie et de l'état de droit. À Tizola, 1470 personnes vivent dans le camp des déplacés. Leurs maisons ont été détruites lors d'une inondation sans précédent dans le sud du Malawi. Environ 200 personnes y ont perdu la vie chez plus de 17 300 déplacés en découle. À Nzondje, dans le sud du Malawi, les habitants ont tout perdu dans les inondations hors normes qui ravagent le pays. Les eaux ont tout emporté sur leur chemin et siégé ce chef-lieu. Écoles, maisons, jardins vivriers, tout est sous l'eau, à part quelques îlots où les rescapés vivent le ventre creux dans des conditions précaires. Ce district est le plus touché par la catastrophe qui a fait au moins 176 morts et 200 000 sans-abri au plan national. Cette année, les inondations ont été très fortes. Nous n'avons jamais rien vu de tel. Même du côté de la rivière, tout est détruit. Mon vœu, c'est que la pluie s'arrête, que nous rentrions à la maison et avec le peu d'argent qu'il gagne en tant que chauffeur de taxi, on reconstruira notre maison. J'ai un enfant qui souffre de malnutrition. On m'a demandé de le nourrir avec de la nourriture thérapeutique qu'on m'a donnée. Mon enfant a perdu beaucoup de poids depuis que je suis arrivée ici. La nourriture n'est pas adaptée, mais je suis sûre que ma fille va aller mieux. On m'a donné des conseils pour la nourrir, mais j'en ai pas les moyens. Nous nous attendons à des recrudescences de maladies, comme la diarrhée et d'autres maladies infantiles, comme la polio et d'autres. Les aides humanitaires convoyées dans la région sont insuffisantes. Des hébergements sont improvisés pour les sinistrés, tous traumatisés par la rapidité de la montée des eaux et la vue de corps noyés emportés par le courant. Les victimes implorent le gouvernement de traiter la situation comme une urgence et de prioriser leur survie. Le président turc a effectué hier une visite éclair en Somalie, visite au cours de laquelle Recep Tayyip Erdogan a promis de continuer à investir largement dans ce pays ravagé par la guerre depuis 2 décennies et qui est rarement visité par les dignitaires étrangers. Accompagné de son épouse et de sa fille, Recep Tayyip Erdogan a foulé dimanche le sol somalien, accueilli par le président Hassan Sheikh Mohamud. C'est le début d'une visite de quelques heures qui aura permis au président turc d'inaugurer le nouveau terminal de l'aéroport de Mogadiscio, construit par des compagnies turques. Recep Tayyip Erdogan a également visité un grand hôpital construit par le gouvernement turc à Mogadiscio. Les 2 pays ont ensuite procédé à la signature de quelques accords de coopération. Actuellement, le partenariat stratégique entre la Turquie et la Somalie dans différents domaines, dont ceux que nous avons signés aujourd'hui, l'accord entre les 2 gouvernements et ensuite de là, nous continuerons sur un partenariat à long terme et pas seulement un partenariat à court terme. Nous
Nous avons discuté de faire les plans au milieu rural, en commençant par construire 10 000 maisons pour les plus démunis dans 2 ans. Signalons que cette visite en Somalie conclut le tour d'Afrique entamé par le président turc après les étapes de l'Éthiopie et de Djibouti. Et à présent, les principaux titres des journaux parus ce jour sur le continent africain, eh bien, c'est à travers la voix de Joël Yetonji. Le projet de loi électorale enfin voté, exulte le site d'information Média Congo. Le vote, précise la Livre, est intervenu avec le retrait de l'alinéa controversé. Congo Time y voit la fin de Joseph Kabila, d'Arrête Sidi, de renchérir. Début du compte à rebours pour Joseph Kabila. Après le vote de la loi électorale au Sénat, comme on pouvait s'y attendre, rapporte Radio Okapi, les rues de Kinshasa ont connu toute une série de scènes de liesse. On est où? Vision revient sur la répression ayant émaillé les manifestations de protestation avec l'aveu du président de l'Assemblée nationale qui reconnaît qu'il y a eu de dérapage. Afrique Arabia de s'interroger. Le vote du projet de loi électorale sonne-t-il la fin de la crise politique? Pas si sûr, répond le site, s'appuyant sur un certain nombre de considérations sur le terrain. Guinée-Conakry Info a préféré aussi se muer en interrogation. Modification constitutionnelle, Kabila recule-t-il vraiment? Ceci d'autant plus que la loi adoptée n'a pas été rendue publique. Même préoccupation de l'observateur Palga qui se demande si Kabila n'a pas reculé pour mieux sauter. Au Bénin, le matinal, le quotidien béninois d'information, note une nouvelle avancée dans l'organisation des élections. Le COS-LEPI annonce l'affichage et la mise en ligne de la LEIP. Le démarrage de l'affichage ce jour, précise la Nouvelle Tribune. Le confrère de la matinée, un autre quotidien béninois, a quant à lui préféré s'intéresser à comment la mouvance porteur du slogan « Après nous, c'est nous » se prépare pour les prochaines joutes électorales. Thérèse Claudia Priest, la Française enlevée en Centrafrique, est enfin libre, se réjouit le journal de Bangui. L'humanitaire libérée, le ministre centrafricain des Sports a été enlevé en pleine rue à Bangui, s'offusque Métro News. Centrafrique Presse, relayant un communiqué de presse, rapporte que c'est plutôt 3 ministres qui ont été enlevés. Le ministre des Sports, celui des Finances, puis celui de l'Éducation nationale. Iwasu, Burundi, le site burundais d'information revient dans sa publication du jour sur l'arrestation du directeur de la RPA, maître Raphaël Gaungu, à qui il a donné la parole, qualifie l'arrestation de Bob d'aberration. Les articles du code pénal utilisés pour justifier l'emprisonnement du directeur ne tiennent pas, a-t-il laissé entendre. L'argumentaire de l'avocat amène Buja News à se demander ce que veut au juste le pouvoir burundais. Des nouvelles de la CAN pour boucler la revue de ce lundi. Fin de parcours pour le Burkina Faso et le Gabon, affiche Afrique Info. 2 favoris de la compétition, sortis tous 2 par la petite porte par des scores de 2-1, puis de 2-0, respectivement par les Diables Rouges du Congo et le pays organisateur, la Guinée équatoriale. C'était la revue de presse à vous proposer par la rédaction de SICA. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention et à bientôt.